Cette édition revêt pour la République démocratique du Congo une signification particulière. Elle coïncide avec les 120 ans de la Gécamine, entreprise emblématique, pilier historique de notre industrie minière et patrimoine stratégique de l'État. C'est 120 ans d'aventure coloniale, de fastes aérois, des à côté qui étaient souvent difficiles et d'une volonté aujourd'hui affirmée depuis plus de 3-4 ans à revivre et à devenir fort. Pendant des décennies, elle a été le socle de l'industrialisation congolaise, un acteur majeur de la production mondiale de cuivre et de cobalt et un pilier de financement de l'État. La Gécamine a toujours marqué l'histoire du Congo. La Gécamine a toujours été la société, l'État dans l'État, la société du Congo, parce que n'oubliez jamais que la Gécamine appartient à l'État congolais à 100%. Okay? Et la qui a d'abord appartenu lorsqu'elle était l'Union minière du Haut-Katanga, qui était belge à l'époque. Tout à fait. Donc ça a toujours été ça. Et l'apport aujourd'hui de la Gécamine, on le voit même. Okay? Nous sommes parmi les meilleurs contributeurs ou les premiers contributeurs au budget de l'État. Donc nous continuons jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. On dit que la Gécamine a perdu l'ensemble de ses actifs. C'est vrai ou pas? C'est totalement faux. Parce que si je vous dis qu'aujourd'hui, nous venons de terminer un processus de certification des ressources, c'est que nous avons encore des ressources. Et nous entamons d'autres, dans notre programme d'exploration, nous avons d'autres projets de certification des ressources. Donc ça veut dire que la Gécamine a encore en son sein des ressources. Il ne faut pas confondre, mettre en partenariat certaines de nos ressources avec d'autres entités, n'est pas donner nos ressources. Peut-être qu'il faudrait expliquer ça quand même au grand public. Parce qu'on voit aujourd'hui la Gécamine avec beaucoup de partenaires et on se dit que la Gécamine a tout cédé à ces partenaires-là et ne possède plus rien, est juste quelqu'un qui attend qu'on lui paye de l'argent. C'est quoi la relation que vous avez avec des sociétés comme STL et bien d'autres avec qui vous travaillez et qui sont dans les mines sur place? Il faut faire la différence. STL, c'est notre filiale. Ça, c'est 100% Gécamine et nous produisons avec STL. Aujourd'hui, on est content du fonctionnement de STL. Mais quand nous parlons de partenariat, il y a plusieurs types de partenariats. Il y a des partenariats où nous sommes en joint venture, c'est-à-dire que nous partageons la gestion de l'entreprise, nous amenons les actifs et le partenaire amène les fonds. Cela ne veut pas dire que nous cédons les actifs. Les actifs sont cédés à la société commune, la société créée ensemble avec le partenaire, avec l'option que si demain on arrête le partenariat, nous récupérons nos actifs. Les actifs restent toujours Gécamine. Donc, quand on vous dit qu'aujourd'hui Gécamine a cédé, Gécamine ne peut pas céder. Et d'ailleurs, la loi nous l'interdit. Aujourd'hui, pour faire une cession, nous devons aller jusqu'au Conseil des ministres pour avoir l'autorisation de céder un actif. Donc, quand on raconte que la Gécamine a vendu, la Gécamine ne vend jamais ses actifs. La Gécamine met ses actifs en participation pour créer plus de richesses pour l'État congolais. Pour moi, l'histoire de la Gécamine, c'est d'abord l'histoire des pionniers avec un leadership extrêmement puissant. Qui, à l'époque, où on n'avait pas encore de technologie moderne d'exploration géologique, comme les données satellitaires, géospatiales et l'intelligence artificielle. Il n'y avait rien de tout ça. Ces gens ont rêvé d'une ceinture cuprifère. Ils ont acquis des permis pour explorer cela et découvrir ce qu'ils ont découvert. Et c'est donc vers les années fin 1800 déjà qu'ils étaient intéressés par cette ceinture-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens qui venaient d'ailleurs, qui venaient de la Grande-Bretagne parce qu'il y a les fonds qui sont venus de là-bas. Mais il y a également ce qu'on appelle seed capital, c'est-à-dire les fonds d'amorce qui ont démarré tout cela. En partie venaient aussi de certains entrepreneurs sud-africains comme Cecil Rhodes à l'époque déjà. Et donc c'est un tribut pour moi à tous ces gens, à toutes ces personnes, mais également à tous ceux qui sur les 120 années de la Gécamine ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que la Gécamine aujourd'hui continue à être ce qu'elle est et continue à commencer à regagner ces titres de noblesse. Alors quand on écoute ça, on est un peu surpris parce que pour la plupart d'entre nous, c'est l'histoire des Belges, l'Union minière du Haut-Katanga, avec l'esclavage, avec l'exploitation des personnes. Quand vous dites ça, on est un peu surpris qu'il y avait d'autres personnes qui y ont misé dessus. Ont-ils misé avec les Belges ou bien ils sont partis par eux-mêmes? Je dirais même plus loin,
Aujourd'hui, on parle du corridor Lobito comme la 8e merveille du monde. Ce sont ces pères fondateurs qui ont pensé Lobito à l'époque. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un hinterland minier puissant du point de vue géologique, mais qui était enclavé. Et c'est vrai, nous avions une sortie sur l'océan Atlantique en passant par Ilebo, qui s'appelait Port-Franqui à l'époque. Mais c'était des personnes qui recherchaient l'efficience opérationnelle dans la logistique et qui ont conçu ce corridor de Lobito pour aller directement sur l'océan Atlantique. Et c'était des entrepreneurs britanniques. Les Belges et autres sont venus beaucoup plus parce qu'il y avait la branche financière, la Société Générale d'époque, et puis les banques d'outre-mer d'époque qui sont devenues plus tard BCDC qu'Equity a racheté dernièrement. Donc il y a toute une histoire derrière tout ça. Mais je crois que le plus important, c'est comprendre la puissance de cette vision-là, qui a fait vivre notre pays pendant des décennies. Aujourd'hui que nous prenons une inflexion et nous voulons aller plus au nord de notre pays pour développer le grand bassin ferrifère et répéter le même exploit. Je crois que c'est la même hargne qui doit nous habiter aujourd'hui. Nous avons 20 milliards de tonnes de minerais de fer. Il faut construire une dorsale ferroviaire qui partira du nord-est de la RDC au sud-ouest de la RDC sur l'océan Atlantique. Et à partir du nord-est, il est déjà à proximité de l'Ouganda qui fait partie d'un groupe économique puissant qu'on appelle l'Afrique de l'Est. Et en réalité, c'est un projet qui va emmener toute l'Afrique de l'Est et toute l'Afrique australe. Parce qu'on va relier pour la première fois l'océan Indien à l'océan Atlantique. Cette puissance-là qui a habité les pères fondateurs de la GECAMIN il y a 120 ans. C'est cette puissance qui doit nous habiter aujourd'hui parce que le projet que nous croyons faire a une durée de vie de 100 ans, comme par hasard. 100 ans. Quand on faisait le point de l'économie, la GECAMIN, c'était la pourvoyeuse des recettes de l'État, la pourvoyeuse des devises, c'était la société nourricière du Katanga. Voilà. Et pas que du Katanga. Pas que du Katanga. Pas que du Katanga. Parce que le budget de l'État, c'est toute la République. La République. Des 120 ans. 120 ans d'une expérience unique qui a pratiquement été considérée comme la locomotive de notre économie. Et nous voulons qu'on parte sur de très bonnes bases encore pour rêver encore de grandes GECAMIN comme celle qu'on a connues dans le passé. Quand le concentrateur de Kamoto s'est effondré, ça a été un coup très très dur pour la production, pour les recettes. Et il y a eu comme une petite descente aux enfers, ou une grande, ça dépend. Mais je crois que c'était plus une grande parce que le personnel s'est beaucoup plaint. Avant qu'il y ait un début de Autour de la GECAMIN se sont construits des villes, des infrastructures, des compétences et des écosystèmes économiques entiers. Elle a façonné des territoires et a contribué durablement au développement du pays. Il faut dire que la GECAMIN a une place particulière dans la vie des Congolais. Chaque Congolais ou presque a son histoire avec la compagnie minière. Un lien qui s'explique par le fait qu'elle intervient dans quasiment tous les secteurs de la vie du pays. De la santé à l'éducation, avec des écoles, des hôpitaux disséminés sur l'ensemble du territoire. Chacun a son histoire avec la GECAMIN. Alors, je commencerai par les dictons qui est le plus célèbre dans l'ex-grande province du Katanga. Vous allez me permettre de le dire en swahili. GECAMIN, Joe Baba, Joe Mama. La GECAMIN, c'est les papas. La GECAMIN, c'est la maman. Pourquoi? Puisque la GECAMIN, c'est elle qui a nourri notre pays, qui continue d'ailleurs aujourd'hui à être, comme on dit, une locomotive de notre économie. J'ai une histoire avec la GECAMIN, une histoire heureuse et une histoire triste à la fois. L'histoire heureuse, c'est que j'ai été extrêmement bien formé à la GECAMIN. Je me souviens, lorsque je suis arrivé comme jeune ingénieur, il y avait un programme de formation très rigoureux. Tout ingénieur de votre état, on vous mettait en équipe tournante. Et je me rappelle la première fois, parce que j'étais en pyrométallurgie, l'ingénieur en chef m'a emmené voir la coulée de cuivre. Et avant de commencer la coulée, il m'a emmené voir dans le four. Et il me demandait, qu'est-ce que tu vois dans le four? J'ai dit, mais je vois que du feu. Je vois que du feu. Il m'a dit, espèce d'idiot, c'est pas du feu. C'est un bain. C'est un bain liquide, c'est pas du feu. Et voilà, il y a une scorie dessus, et voilà, allez, regarde encore une fois. Et c'est tous des souvenirs qui me reviennent. Mais c'était une très belle école de formation, tant dans le management que dans la métallurgie même et dans les méthodes minières. C'était une grande puissance et j'appelle de tous mes voeux que cette GECAMIN renaisse encore de ses cendres.
L'histoire malheureuse, c'était laquelle? L'histoire malheureuse, c'est lorsqu'on a voulu politiser les choses au pays. Je me suis levé un matin et je ne savais pas que la veille, un mot d'ordre avait été donné. Que les non-originaires ne se présentent pas sur le lieu de travail. Moi, je venais de Kinshasa. J'avais une petite voiture que j'appelais Choupette, mon hélicoptère de commandement. C'était une petite Mini Maurice. Avec ma taille, j'avais le volant entre les jambes comme ça parce que c'était... J'étais parqué ma Choupette. Mais on commençait très tôt dans la salle des ingénieurs. Hein. À 5h30 déjà, on regardait les graphes de production, etc. Et juste avant 6h du matin, il y avait beaucoup de bruit à l'extérieur. Et puis la porte de la salle des ingénieurs s'est ouverte brusquement. Je me rappelle, il y avait une vingtaine de travailleurs tous survoltés avec les yeux rouges c'était drogué ou je ne sais trop quoi et ils criaient je ne comprenais pas bien. On était 6 ou 7 ingénieurs. Et très vite, j'ai compris que c'est de moi qu'il s'agissait. Il fallait débarrasser le plancher. Et je me suis retourné vers les autres collègues qui étaient avec moi. J'ai dit, mais les amis, est-ce que vous comprenez ce qui se passe là? Non. Comme par hasard, ils étaient tous dans leur graphique. Et pendant ce temps, Alain, le leader, il s'approchait vers moi. Il avait un seau d'acide sulfurique. Parce que dans ce complexe métallurgique, on produisait aussi de l'acide sulfurique. Parce qu'il y avait la branche pyro et puis la branche hydro. Du côté hydro, on produisait l'acide sulfurique. Et il s'est approché à moins d'un mètre de moi. Il m'a dit, écoute, monsieur, je vais te renverser ça. Alors, quelqu'un qui est déjà drogué donc il n'est pas tout à fait conscient de ce qu'il va faire, mais il dit qu'il va te renverser l'acide sulfurique. J'ai capitulé très vite. Très vite, j'ai mis les mains en l'air. J'ai débarrassé le plancher. Et j'ai juste été prendre ma petite mallette qui était restée dans mon bureau. Et ils étaient derrière moi. Et je peux t'assurer que de la sortie de la salle d'ingénieur jusqu'au parking, c'était peut-être 100 mètres. Ça m'a paru être des milliers de mètres parce que derrière toi, on te suivait avec des insanités et il y avait un seau d'acide et à tout moment, tu t'attendais à ce qu'on te renverse ça dans le dos. Et donc voilà, et je suis entré dans ma voiture. Ils m'ont laissé rentrer à la maison. Et à la maison, quand j'arrivais, on débranchait déjà le téléphone, on débranchait tout. Parce qu'à l'époque, on avait même les téléphones à la maison. Les téléphones, l'époque, filaire. Où il y avait un anneau où tu faisais comme ça, là, tu te rappelles? Dans l'époque, voilà. Avec les chiffres. Exactement, ils venaient débrancher tout ça, etc. C'était mon dernier jour à la GECAMIN. C'est comme ça que j'avais quitté la GECAMIN. Et j'ai été m'exiler en Afrique du Sud où je me suis recyclé dans la recherche d'abord à l'université et puis dans les charbonnages d'anglo-américaines. J'ai été travailler et puis voilà. Le reste, c'est l'histoire. La GECAMIN a l'âme formatrice parce que je vous annonce que la GECAMIN a 101 écoles. Elle entretient. À travers le pays, ils ont À travers le pays. Et des hôpitaux. Dans les Grands Katanga, une dizaine d'hôpitaux, des cliniques. Okay? Et pour le bien-être de la population, sans compter les centres sportifs. Donc en réalité, quand on embrasse autant de choses, est-ce que ça peut être rentable? Est-ce que vous ne sortez pas du cadre d'une entreprise minière, tout simplement, pour entrer dans autre chose? Quelqu'un parlait de souveraineté, mais une entreprise qui fait de la santé, qui fait de l'éducation, qui fait de la formation, qui fait de l'agriculture. Oui. Est-ce qu'elle est encore une entreprise minière? Mais aujourd'hui, quand vous le dites, M. Alain, je vous rétorque qu'aujourd'hui, le SCG, qui était le RSE hier, nous demande de faire dans le social. On ne va pas nous reprocher à nous d'avoir pris de l'avance. Au moins sur ces points-là, nous sommes en avance sur le social. Donc c'est notre ADN, il est minier. Mais est-ce que ça peut vous rendre concurrentiel dans un environnement qui est particulièrement concurrentiel? Nous n'avons pas à être concurrentiels parce que nous n'avons pas une concurrence avec d'autres entreprises minières. Nous sommes une entreprise de l'État. Nous créons de la richesse pour le bien-être de nos populations et pour de l'État congolais. Donc que cet argent aille pour les soins ou la santé ou l'éducation de notre population, ce n'est que bénéfique pour l'État. La GECAMIN a eu une philosophie de former les gens, de l'école gardienne jusqu'à l'université. Et au-delà, avec des centres de formation continue. En 2023, nous avons créé un programme où nous envoyons des cadres pour faire leur exécutif MBA ou des formations techniques au Maroc, en Afrique du Sud, pour ramener des compétences et surtout des pratiques nouvelles à intégrer. Nous avons un programme pour améliorer l'école de Mutoshi, l'école la plus célèbre du Congo en termes de système éducationnel. Les ingénieurs, elle est la base de plusieurs changements et sur elle, nous travaillons pour pouvoir avoir du personnel pour nous-mêmes et pour le reste
du secteur économique, dans le secteur minier dans lequel nous sommes, joint venture compris. La Gécamine, c'est aussi, et c'est celle-là la surprise, une bonne partie qui est consacrée à l'agriculture. On ne s'attend pas à trouver dans une société minière un volet agriculture important. Pourtant, nous allons parler d'agriculture maintenant avec Éric Luamba, qui est le président du conseil d'administration de cette structure qui s'occupe d'agriculture. Déjà, comment la Gécamine arrive à l'agriculture? Comment une société minière s'occupe aussi d'agriculture? La Gécamine, si vous lisez ses statuts, n'a pas seulement comme objet de l'exploration ou l'exploitation des minéraux. Elle a aussi comme objet l'exploitation agricole pour l'intérêt de la communauté. La population a besoin effectivement des soins et santé, de l'éducation, mais aussi de se nourrir. On dit l'agriculture, quelles sont les superficies dont vous disposez et qu'est-ce que vous cultivez? Nous avons un portefeuille de 30 000 hectares. Alors, nous avons comme vocation de cultiver, de faire des cultures diversifiées, mais étant donné que dans la région d'intérêt minier du Katanga, la principale alimentation ou les principaux aliments que la population consomme, la majorité, c'est le maïs. Voilà pourquoi, dans les contextes actuels, on se focalise plus sur le maïs, même si bientôt, on est en train de vouloir faire aussi la culture de soya, parce qu'à côté de l'agriculture, nous avons aussi les cultivateurs de œufs avec l'élevage de porc. Et ces élevages de porc dépendent jusqu'à ce jour donc, de l'importation des animaux qui doivent venir de l'extérieur, avec tout ce que cela comporte comme problème des coûts. Parce que c'est pas normal que l'on fasse encore venir des œufs de l'étranger pour de grands pays qu'est la RDC. Oui, c'est ça la grande question à laquelle l'agriculture... Même du manioc. Parce que nous avons 200 000 pondeuses et avec un taux de ponte de 70%, donc nous produisons chaque jour 210 000 œufs. Ça, c'est du concret. Mais en même temps, nous avons aussi une porcherie capable d'avoir plus de 1000 têtes. Et donc, nous, à cela, nous voulons aussi essayer de voir si nous pouvons faire des poulets de chair, parce qu'à l'époque, on les faisait déjà. Nous voulons justement éviter que la République démocratique du Congo exporte des devises, parce qu'on dit qu'il exporte des cuivres, mais exporte aussi des devises en voulant acheter du maïs à l'extérieur et tout ça. Nous voulons donc arrêter cette hémorragie. C'est quand même absurde que l'on importe du maïs de la Zambie, et de Tanzanie et d'Afrique du Sud, même du Brésil, en RDC. Même du Brésil, Carrément. C'est quand même grave ça. Donc avec tout ce que nous avons, plus de 80 millions de terres arabes, nous puissions dépendre de comment on appelle ça, des voisins, du Brésil ou des Zambie, alors que la Zambie, pour les cas qui nous concernent, la Zambie c'est un pays désertique. Et le Congo, c'est le pays de l'espace vert. Mais comment est-ce qu'on peut dépendre des Zimbabwe qui est en fait dans les déserts des Kalahari? Alors maintenant, pour revenir à ce que nous faisons cette année, par exemple, cette année, nous avons fait 3500 hectares. 3500 hectares donc, de maïs que nous sommes en train de produire. Vous avez mis sur le marché l'année passée, on a fait 2000. Cette année, on fait 3500 et l'année prochaine, on a l'ambition de faire 5000. En tout cas, nous vous remercions pour être passé. Je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration de Agrico. C'est moi qui vous remercie. Chaque Congolais se souvient avec nostalgie de la Gécamine qui était vraiment la vache à lait de l'État. Elle était descendue jusqu'aux enfers, avec un mécontentement de son personnel et la fermeture de la mine de Kipushi qui a été le plus gros coup dur. Mais elle résiste et se restructure. Elle s'organise différemment pour ne pas plonger. Aujourd'hui fortement courtisée, particulièrement sollicitée, peut-elle survivre dans cet environnement particulièrement volatile et instable? L'espoir est intact pour la Gécamine. Tant qu'on a les ressources minérales dans le sous-sol, rien n'est perdu. Parce que les ressources minérales, voyez-vous, on ne déplace pas. Ces ressources n'émigrent pas. Elles sont là. Oui, mais si on a cédé tout, si on a cédé les licences à beaucoup d'autres, des actifs à beaucoup d'autres, ça ne vous appartient plus. La Gécamine a ses chances intactes aujourd'hui. En fait, c'est ça le scandale de la RDC. La dotation minérale, elle est exceptionnelle. Tout ce qu'on a cédé, tout ce sur quoi on a transacté, nous parlons de moins de 10% de la dotation minérale de ce pays. Et donc la Gécamine a encore toutes ses chances. C'est à nous maintenant d'investir dans le capital humain, d'investir dans les nouvelles technologies, d'investir dans l'exploration géologique
Dans le juridique aussi, monsieur le ministre. Oui, bien sûr, dans le juridique aussi. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous sommes en train de renforcer la gouvernance dans ce secteur. Nous voulons assurer la transparence, nous voulons assurer la traçabilité, nous voulons assurer ce que les anglo-saxons appellent security of tenure, certainty of law and the rule of law. Parce que c'est extrêmement important que l'investisseur se sente rassuré, qu'il puisse amener ses capitaux et sa technologie et qu'il n'ait pas besoin de connaître le président Félix, qu'il n'ait pas besoin de connaître Louis Watoum, mais qu'il vienne parce qu'il y a des lois qui garantissent son investissement. Mais pour cela, il faut la ressource humaine, monsieur le ministre. C'est-à-dire, on a le sentiment que là où ça a pêché dans cette organisation, dans cette GECAMIN que l'on célèbre aujourd'hui, c'est peut-être aussi qu'on n'a pas formé ceux qui devaient lire les contrats et qu'on se trouve aujourd'hui un peu à court parce que ce sont les cabinets de l'autre côté qui lisent les contrats et qui disent le droit. Est-ce qu'il n'y a pas une urgence à fabriquer aussi des juristes congolais dans ce domaine qui soient de forte capacité? Alain, le verre d'eau que je suis en train de boire là, il est à moitié vide ou à moitié plein. On peut avoir un débat là-dessus. C'est selon. Je le préfère à moitié plein. À moitié plein. Moi, je suis positif, je suis optimiste. Il y a énormément de bonnes choses qui se font sur le plan de la formation, sur le plan du capital humain aujourd'hui. Regardez notre administration, par exemple. Elle monte en puissance aujourd'hui. Il y a une école nationale d'administration, l'ENA, où c'est l'élite qui est formée. Nous prenons des jeunes gradués de l'université. Nous les formons aux meilleures techniques de management et de l'administration. Nous sommes en train de digitaliser tous les processus. Nous sommes en train de monter en puissance. Et il n'y a pas que dans l'administration, dans la géologie. Nous cherchons maintenant à former ce qu'on appelle en anglais les competent persons. Les personnes qui sont habilitées à certifier un gisement aux standards internationaux. Il y a énormément de choses qui se font. On le fait sans trop de bruit. Parce que lorsqu'on forme du personnel, ça ne fait pas de bruit. Ça. Tous les pays qui ont avancé dans ce chemin-là, la Chine, le Maroc, qu'on considère comme un miracle aujourd'hui, ils ont investi pendant plusieurs années en faisant pas de bruit. Et c'est la même chose que nous faisons. Pas beaucoup de bruit, mais beaucoup de formation et ils s'avancent. La GECAMIN a décidé de reconstruire. Et pourquoi aujourd'hui on produit très peu? Avant qu'on me pose la question, justement, j'allais arriver à la production. Parce que nous sommes rentrés maintenant dans les standards les plus sérieux du monde. On ne produit pas pour produire, on produit en fonction d'une réserve connue, d'un objectif connu, et surtout dans notre cas, d'envisager d'avoir une transformation locale plus avancée. Aller le plus loin possible dans la chaîne de valeur. Aujourd'hui, quand vous voyez notre présence ici à Indaba, qui est la réunion de familles des miniers, nous sommes bien présents. Et nous n'avons pas honte d'être présents. Et nous nous affichons. Est-ce que quelqu'un qui n'a plus rien, qui est vide, qui n'a plus de ressources, qui a tout vendu, peut venir et se montrer en disant « nous fêtons nos 120 ans » ? Non. Dans quel domaine, quel est le minerai dans lequel la GECAMIN se sent leader? Aujourd'hui, nous sommes parmi les leaders dans le cuivre. Dans le cobalt, bien évidemment, parce que ce que je n'ai pas dit jusqu'à présent, nous avons mis en place aujourd'hui une politique de commercialisation. C'est-à-dire que nous récupérons notre part dans nos participations, dans nos JV, et que nous commercialisons nous-mêmes. Donc aujourd'hui, au point de vue commercial, la GECAMIN est l'un des plus grands producteurs, que ce soit dans le cuivre, le cobalt, le zinc, où nous serons le premier exportateur de zinc, nous sommes présents. Donc une entreprise qu'on dit être vide ne peut pas afficher ses palmarès. Avant, on était une société de production primaire, et puis on est passé à une société à rentabilité financière, où avec les JV, les joint ventures, qui nous rapportaient des ressources financières. Et maintenant, on est en train d'essayer de changer avec un pas en avant avec GECAMIN Trading, où on prend quand même notre participation, on essaie d'avoir la maîtrise dessus, avoir la meilleure rentabilité et une meilleure utilisation. La GECAMIN est un instrument de souveraineté. C'est la bras séculier de la République. Ça veut dire quoi? Elle a des actifs en portefeuille, elle a des actifs qu'elle veut développer, et désormais elle commence par une exploration, une certification et après une construction de mines. Donc ça prend un temps. Et donc dans ce temps-là, on ne voit pas de production significative. La GECAMIN a décidé de se rattraper dans toutes ces joint ventures et au-delà en commercialisant. On ne peut pas devenir riche sans être propriétaire. Et dans notre cas, on le regarde et on dit c'est le business des autres. Non, on est devenu trader aussi.
La Jacamine a eu une philosophie de former les gens, de l'école gardienne jusqu'à l'université. Et au-delà, avec des centres de formation continue. En 2023, nous avons créé un programme où nous envoyons des cadres pour faire leur exécutif MBA ou des formations techniques au Maroc, en Afrique du Sud, pour ramener des compétences et surtout des pratiques nouvelles à intégrer. Nous avons un programme pour améliorer l'école de Mutoshi, l'école la plus célèbre du Congo en termes de système éducationnel, des ingénieurs. Elle est la base de plusieurs changements et sur elle, nous travaillons pour pouvoir avoir du personnel pour nous-mêmes et pour le reste du secteur économique, dans le secteur minier dans lequel nous sommes, joint venture compris. Si vous deviez donner une note à la vieille dame qui a 120 ans aujourd'hui, ce serait combien sur 20? Je lui donnerais 9 sur 10 parce que c'est elle qui nous a nourris, qui continue à nous nourrir jusqu'à aujourd'hui. Si notre portefeuille minier à l'époque n'avait pas été privatisé, elle serait aujourd'hui, comme on dit, la fille la plus belle, non seulement du pays, aujourd'hui du monde, par rapport à la position que nous occupons, par rapport à la transition énergétique. Donc, la Mais est-ce qu'elle n'a pas commis certains impairs à un moment donné en ne se concentrant pas sur la formation même, à la fois des techniciens, mais également des juristes qui devaient veiller sur ses intérêts? Oui, tout à fait, mais ce qui est important aujourd'hui est qu'on se ressaisit et on va de l'avant. Mais effectivement, dans le passé, moi j'ai toujours pensé que le premier du capital, c'est le capital humain. C'est là qu'on devait investir. On devait avoir une école de géologie, comme on dit, des références au niveau continental, même au niveau planétaire. Pourquoi? Parce que notre économie a toujours eu comme locomotive les secteurs miniers. Et là, effectivement, il y a un grand retard. Heureusement qu'il y a des réformes qui vont dans le bon sens. Vous savez, quand le chef de l'État nous a confié cette mission de gérer la Jacamine, il nous a posé 3 axes. Et les 3 axes étaient reconstituer le patrimoine de la Jacamine, le capital humain et les finances. Aujourd'hui, nous travaillons sur le capital humain. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ceux qui partent à la retraite à la Jacamine, chose qui ne s'est pas fait depuis 30 ans, repartent avec leur pactole. Le pactole. Okay? On le leur a payé ou pas? On le paye en une fois, c'est pas en plusieurs fois, on le paye en une fois. Et à ce jour, et dans les prévisions que nous avons, nous faisons partie de 2500 personnes jusqu'à la fin de cette année. Donc c'est pour vous dire que nous avons pris les taureaux par les cornes, le problème concernant le capital humain, et que nous sommes en train de le régler parce que nous assurons le rajeunissement de notre population, de notre capital de travail, le capital humain pour le travail. Donc de ce côté-là, on a eu pris du retard, mais qu'on est en train de résorber. Je vous annonce qu'on avait une dette à la sécurité sociale qu'on est en train de payer. Donc tout ça pour que nous nous mettons à niveau et que nous puissions exercer dans le meilleur des conditions. 120 ans, ce n'est pas rien, ça se célèbre. Elle a survécu malgré les nombreuses turbulences. Et c'est tout ce qui lui souhaite un heureux anniversaire et bon vent. Pas seulement les Congolais, les Africains en général qui voient en elle un exemple de résilience. En tout cas, nous souhaitons bon vent à la Jacamine qui, pour moi, a franchi un cap en étant elle-même sur le marché pour vendre sa production par elle-même. Bon anniversaire à la Jacamine. Je vous invite tous à lever votre verre pour un toast. Et félicitations à l'équipe actuelle, parce que je pense que les travaux et le succès qu'on a actuellement nous est dû, et félicitations aussi aux anciens, ceux qui ont supporté, à toute l'équipe qui est derrière, et à ceux qui sont sociétés dépendantes de la Jacamine également. Je pense que vous apportez aussi votre contribution au succès de la Jacamine. Félicitations et bon anniversaire.